Does the Trump administration have a credibility problem in the court of law? Well, this morning, several cases around the country are pointing exactly to that. A federal judge in Chicago says a top Border Patrol agent was lying Thursday when he said he was hit in the head with a rock before deploying tear gas on protesters. Le point de départ de l'analyse de l'épisode en question exige une distinction minutieuse entre les faits confirmés, les interprétations juridiques consolidées et les lectures politiques encore controversées. Selon les registres officiels et les décisions publiées par le système judiciaire fédéral des États-Unis, une cour d'appel a maintenu les sanctions financières prononcées en première instance contre un ancien président et son représentant légal, après avoir conclu qu'une action civile intentée ne répondait pas aux exigences minimales de plausibilité juridique requises par les règles de procédure. Cette information constitue le noyau factuel de l'affaire et établit le cadre institutionnel à partir duquel les autres analyses se développent. Il s'agit d'une décision relevant du droit procédural civil, liée à l'évaluation de l'utilisation du pouvoir judiciaire, et non d'une déclaration sur la véracité historique de litiges politiques passés ou sur la responsabilité pénale. L'action qui a donné lieu aux sanctions a été présentée comme une tentative de tenir pour responsable un vaste réseau d'acteurs politiques, institutionnels et privés, et pour une coordination présumée visant à nuire politiquement aux plaignants pendant et après l'élection présidentielle de 2016. Parmi les défendeurs figuraient des dirigeants de partis, d'anciens dirigeants d'organismes fédéraux, des entités politiques et des agents privés liés à la production d'études et de rapports. L'argument central soutenait que ces acteurs auraient agi de manière organisée pour construire et diffuser un discours politique spécifique, ce qui, selon la requête, constituerait une violation grave de la loi. L'instrument juridique choisi pour soutenir cette thèse était la législation connue sous le nom de RICO, créée à l'origine pour lutter contre les organisations criminelles structurées et les activités illicites de nature continue. Dès le dépôt de la plainte, des spécialistes en droit civil, constitutionnel et procédural ont commencé à débattre de la pertinence de ce cadre juridique. La législation RICO impose des critères stricts pour son application, exigeant la démonstration d'une organisation structurée, de liens fonctionnels entre ses membres et d'un schéma répété d'activités illégales clairement typifié. Pour de nombreux analystes, la transposition de ce modèle juridique dans un contexte de conflits politiques et électoraux soulevait des doutes importants quant à sa viabilité. Ces doutes ne portaient pas seulement sur le bien-fondé politique des allégations, mais surtout sur la compatibilité technique entre les faits rapportés et les exigences légales prévues par la loi. Lorsque l'affaire a été examinée en première instance par un juge fédéral, la décision a été de rejeter intégralement l'action. Le magistrat a conclu que les allégations présentées n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes et que la structure argumentative de la procédure ne répondait pas aux normes requises pour l'application de la législation invoquée. En outre, le tribunal a estimé que l'action ne se limitait pas à une interprétation juridiquement controversée de la loi, mais relevait d'un usage jugé inapproprié du système judiciaire. Cette évaluation a conduit à l'application de sanctions financières prévues par la loi pour les situations dans lesquelles le pouvoir judiciaire identifie un litige considéré comme abusif ou de mauvaise foi. L'imposition de sanctions dans ce contexte a fait l'objet de nombreux débats dans le milieu juridique. D'un côté, certaines interprétations soulignent que ce type de sanction est relativement rare et réservé aux cas dans lesquels le tribunal estime qu'il y a eu un dépassement manifeste des limites du droit d'action. Dans cette optique, la décision serait une application exceptionnelle, mais légitime, de mécanismes destinés à protéger le fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à empêcher que le système ne soit utilisé comme un outil d'intimidation ou de représailles. D'autre part, des analyses plus prudentes mettent en garde contre le risque d'interprétation excessivement large de la notion de litige abusif, en particulier dans les affaires impliquant des personnalités publiques et des litiges politiquement sensibles. La confirmation des sanctions par la Cour d'appel a ajouté de nouveaux éléments au débat. La Cour chargée de réviser la décision est souvent décrite comme une instance au profil idéologique conservateur.
ce qui a conduit certains observateurs à interpréter le résultat comme indiquant que l'évaluation a été menée sur la base de critères techniques largement acceptés dans le domaine juridique. Pour ces analystes, le fait que la décision ait été maintenue par un collège composé de magistrats d'origine politique différente renforcerait l'interprétation selon laquelle l'affaire a été traitée comme une question de procédure et non comme un conflit politique déguisé en controverse juridique. Néanmoins, certains relativisent cet argument. Certains experts soulignent que la composition idéologique d'un tribunal n'élimine pas la possibilité de divergence d'interprétation et que les décisions judiciaires, même lorsqu'elles sont unanimes, ne mettent pas automatiquement fin au débat plus large sur le rôle du pouvoir judiciaire dans des contextes de forte polarisation. Dans cette perspective, la confirmation des sanctions est considérée comme un chapitre spécifique d'une controverse plus large sur les limites entre le droit et la politique, sans que cela implique nécessairement un consensus définitif sur la signification institutionnelle de l'épisode. Un autre aspect important concerne la nature de la responsabilité imposée tant à l'auteur de l'action qu'à son représentant légal. La décision a établi une responsabilité conjointe et solidaire pour le paiement des sanctions, ce qui signifie que les créanciers peuvent réclamer la totalité du montant à l'une ou l'autre des parties concernées. Ce point a été analysé comme un signe que le tribunal a attribué une corresponsabilité à la conduite du procès, renforçant l'idée que les avocats et les clients partagent des devoirs dans l'utilisation appropriée du système judiciaire. Dans le même temps, des débats ont lieu sur les effets possibles de cette approche sur la pratique du droit, en particulier dans les affaires politiquement sensibles. Les défenseurs de la décision font valoir que la responsabilité conjointe ne constitue pas une innovation juridique, mais l'application de principes déjà consolidés dans le droit procédural visant à garantir que les professionnels du droit évaluent rigoureusement les fondements juridiques des actions qu'ils proposent. Les détracteurs, quant à eux, estiment que ce type de responsabilité peut avoir des effets indirects sur la disposition des avocats à accepter des affaires controversées, même si ces préoccupations dépendent de la manière dont les tribunaux appliqueront ces critères dans les affaires futures. Au cœur de ces discussions se trouve la tension entre deux principes fondamentaux du système juridique américain. D'une part, le droit d'accès à la justice, qui permet aux individus et aux groupes de contester judiciairement des actes qu'ils jugent préjudiciables, même lorsque les chances de succès sont incertaines. D'autre part, la nécessité de préserver l'intégrité du pouvoir judiciaire, en évitant que le système ne soit surchargé par des actions jugées manifestement non fondées ou utilisées comme instrument stratégique de conflit politique. L'affaire analysée a été citée comme un exemple de cette tension, sans qu'il y ait de consensus sur la ligne de démarcation exacte entre ces deux valeurs. D'un point de vue institutionnel, la décision est également analysée à la lumière du rôle du pouvoir judiciaire dans un environnement politique marqué par une polarisation intense et une méfiance généralisée. Pour certains observateurs, l'application de sanctions dans des affaires très médiatisées peut être interprétée comme un effort visant à réaffirmer l'autorité technique des tribunaux et leur indépendance vis-à-vis des pressions politiques. Pour d'autres, il existe un risque que des décisions de ce type soient intégrées dans des discours politiques plus larges, alimentant ainsi les perceptions de sélectivité ou d'instrumentalisation du système judiciaire indépendamment de leur fondement juridique. Il est important de noter que la décision en question ne se prononce pas sur la véracité ou la fausseté des allégations politiques sous-jacentes liées à l'élection de 2016, ni n'établit de conclusion définitive sur des différends historiques encore débattus dans l'espace public. Sa portée formelle se limite à l'évaluation d'une procédure spécifique et à l'application des règles de procédure existantes. Néanmoins, le fait qu'elle implique des personnalités publiques de premier plan fait que ces effets font l'objet d'un examen minutieux et d'interprétations variées. La poursuite de l'analyse déplace l'attention portée initialement sur le fond de l'affaire, vers les implications institutionnelles et opérationnelles qui font désormais l'objet de discussions depuis la confirmation des sanctions par la juridiction d'appel. Une fois épuisées les possibilités ordinaires de recours dans cette affaire spécifique, le débat public
tend à se concentrer moins sur la légitimité de la décision elle-même et davantage sur les mécanismes prévus par l'ordre juridique pour son exécution, ainsi que sur les effets indirects que ces mécanismes peuvent produire dans des contextes à forte exposition politique. Ce déplacement est important car il révèle comment des décisions formellement techniques sont interprétées à plusieurs niveaux, notamment juridiques, institutionnels et économiques. Dans le système juridique américain, une décision définitive imposant une obligation financière crée une relation juridique spécifique entre le créancier et le débiteur, indépendamment de l'identité politique des parties concernées. À partir de ce moment, des instruments d'exécution prévus de manière relativement standardisée dans la législation civile entrent en vigueur. Néanmoins, lorsque le débiteur est une personnalité publique disposant d'un patrimoine complexe et exerçant des activités commerciales diversifiées, l'application de ces instruments tend à susciter des débats supplémentaires sur la proportionnalité, les effets pratiques et les précédents institutionnels. Les analystes soulignent que ces débats ne découlent pas nécessairement de lacunes juridiques, mais de la visibilité et du contexte politique dans lequel la décision est appliquée. L'un des éléments les plus discutés à ce stade est la responsabilité conjointe et solidaire attribuée au demandeur et à son représentant légal. D'un point de vue technique, ce type de responsabilité n'est pas rare dans les affaires où le tribunal estime qu'il y a eu une corresponsabilité dans la conduite d'une procédure jugée abusive. La logique sous-jacente est que tant le client que l'avocat participent aux décisions stratégiques qui conduisent à l'introduction de l'action et partagent donc le devoir de respecter les limites de l'usage légitime du pouvoir judiciaire. Néanmoins, cet aspect spécifique a fait l'objet d'interprétations divergentes dans le débat public et académique. Pour certains juristes, l'application de la responsabilité solidaire, dans ce cas, renforce l'idée que la profession d'avocat ne se limite pas à une fonction purement instrumentale, mais implique des devoirs éthiques et professionnels qui incluent l'évaluation critique de la viabilité juridique des demandes présentées. Dans cette interprétation, la décision servirait de rappel institutionnel que le système judiciaire présuppose des filtres internes exercés par les opérateurs du droit eux-mêmes. D'autres experts, cependant, estiment que l'extension de la responsabilité personnelle des avocats peut avoir des effets indirects difficiles à mesurer, tels qu'une réticence des professionnels à représenter des clients dans des litiges politiquement sensibles ou juridiquement controversés. Ce débat s'inscrit dans une discussion plus large sur l'équilibre entre la protection du système judiciaire et la préservation du droit à une défense complète. Les partisans d'une application stricte des sanctions font valoir que le niveau requis pour leur imposition est élevé et que seuls les cas considérés comme extrêmes sont concernés par ce type de mesures. Les détracteurs de cette approche suggèrent que la définition de ce qui constitue un cas extrême peut varier en fonction du contexte politique et de la sensibilité du sujet, ce qui exigerait une prudence supplémentaire de la part des tribunaux afin d'éviter toute perception de sélectivité. Un autre axe central de discussion concerne les mécanismes d'exécution de la décision financière. Des instruments tels que les registres des charges sur les biens immobiliers, le gel des avoirs financiers et le redirection des flux de revenus sont prévus de manière générique dans la législation et appliqués couramment dans les litiges civils. Toutefois, lorsqu'ils sont associés à un ancien président disposant d'actifs immobiliers de grande valeur et d'opérations commerciales complexes, ces instruments sont analysés non seulement pour leurs fonctions juridiques, mais aussi pour leurs impacts économiques et réputationnels potentiels. Certains analystes soulignent que la valeur de la sanction, prise isolément, ne représente qu'une fraction limitée du patrimoine attribué au débiteur et que, par conséquent, son impact financier direct tend à être restreint. Dans cette perspective, les mécanismes d'exécution seraient principalement utilisés comme des instruments de garantie et non comme des mesures visant à provoquer une déstructuration patrimoniale significative. D'autres observateurs, cependant, attirent l'attention sur l'effet cumulatif de multiples obligations judiciaires.
arguant que même des montants relativement modestes peuvent acquérir une plus grande importance lorsqu'ils s'ajoutent à d'autres décisions défavorables rendues dans différentes juridictions. Cette notion d'effet cumulatif a été explorée dans des analyses traitant de l'interaction entre différentes procédures civiles impliquant la même personne. Bien que chaque décision soit juridiquement indépendante, la coexistence de multiples créanciers peut influencer la manière dont les actifs sont gérés, financés ou utilisés comme garantie. Toutefois, les experts soulignent que ces effets ne sont pas automatiques et dépendent d'une série de variables, notamment la structure sociétaire des actifs, l'existence d'accords préalables avec des institutions financières et la stratégie adoptée par les créanciers lors de la phase d'exécution. Au niveau institutionnel, le débat sur l'exécution des sanctions est également lié à celui sur le rôle du pouvoir judiciaire dans un contexte de polarisation politique. Pour certains commentateurs, la volonté des tribunaux d'appliquer et de maintenir des sanctions dans des affaires très médiatisées témoigne d'une tentative de réaffirmer la neutralité technique des institutions judiciaires, renforçant ainsi le message selon lequel les règles de procédure s'appliquent indépendamment de la position politique du justiciable. Pour d'autres, il existe un risque que la visibilité de ces décisions contribue à la politisation de la phase d'exécution elle-même, transformant des procédures routinières en symboles de conflits plus larges. Certaines interprétations soulignent également la différence entre la portée formelle des décisions judiciaires et leur interprétation dans l'espace public. Alors que le tribunal se limite à statuer sur des obligations financières spécifiques et des mécanismes d'exécution, les acteurs politiques et médiatiques peuvent attribuer une signification plus large à ces actes, en associant leurs conséquences à des récits de renforcement ou d'affaiblissement institutionnel. Cette dissociation entre l'intention juridique et la réception publique est considérée comme un défi récurrent pour le système judiciaire dans les démocraties fortement polarisées. Un autre point souvent mentionné est la prévisibilité des règles d'exécution. Les défenseurs de la décision font valoir que l'application de mécanismes tels que les registres de charges et les blocages financiers suit des paramètres clairs et consolidés, ce qui contribue à la sécurité juridique. Les détracteurs, quant à eux, font remarquer que la complexité des structures patrimoniales des grands entrepreneurs peut rendre l'exécution plus longue et sujette à des litiges supplémentaires, prolongeant ainsi le débat et amplifiant la visibilité de l'affaire. En ce sens, l'analyse ne cherche pas à anticiper les résultats ni à attribuer des conséquences inévitables au développement de la décision. Elle cherche plutôt à cartographier les différentes interprétations qui sont formulées sur la phase d'exécution et ses impacts institutionnels possibles. L'épisode est interprété par différents courants analytiques, tantôt comme un exemple du fonctionnement normal des rouages du droit civil, tantôt comme un cas emblématique des difficultés rencontrées par les institutions pour appliquer des règles techniques dans des environnements politiquement chargés. En mettant ces interprétations côte à côte, il devient possible de comprendre que la controverse ne réside pas seulement dans la décision judiciaire initiale, mais aussi dans la manière dont ces effets sont perçus et débattus. L'affaire sert désormais de point d'observation pour des discussions plus larges sur la responsabilité procédurale, les limites de la profession d'avocat, l'exécution des décisions judiciaires et le rôle du pouvoir judiciaire dans les litiges qui dépassent le cadre strictement juridique. Ces questions restent ouvertes et continuent d'être analysées à mesure que le processus avance vers ses étapes ultérieures dans le cadre institutionnel existant. Cette formulation propose un nouveau déplacement du regard analytique, s'éloignant à nouveau de l'épisode spécifique pour le situer dans un cadre institutionnel plus large. Dans le contexte américain, les décisions judiciaires impliquant des personnalités politiques de grande notoriété sont rarement comprises comme de simples actes techniques limités au processus. Elles sont souvent interprétées comme les manifestations d'un processus continu d'ajustement des relations entre le droit, la politique et la sphère publique. Le débat qui se développe à partir de ces affaires ne se limite guère aux fondements juridiques ou aux registres procéduraux. Il s'étend à des réflexions sur les précédents, la légitimité institutionnelle
l'équilibre des pouvoirs et les limites de l'utilisation stratégique du pouvoir judiciaire dans les conflits politiques prolongés. L'un des aspects les plus récurrents de ce débat est le renforcement du phénomène de judiciarisation de la politique, observé de manière constante depuis plusieurs décennies. Le recours aux tribunaux comme moyen de résoudre des conflits qui étaient auparavant principalement traités dans l'arène politique n'est pas une nouveauté dans le système américain. Cependant, ce mouvement s'est intensifié dans un contexte marqué par une forte polarisation, une fragmentation partisane et un affaiblissement des mécanismes traditionnels de négociation et de médiation institutionnelle. Dans ce contexte, les actions en justice jouent désormais un rôle qui dépasse le strict règlement des litiges juridiques, contribuant à la construction de récits publics, à la mobilisation de soutien politique et à l'imposition de coûts symboliques ou matériels aux adversaires. Pour certains analystes, l'épisode analysé peut être compris comme une indication des limites de ce processus. L'imposition de sanctions liées à des litiges considérés comme abusifs serait interprétée comme un effort de la part du pouvoir judiciaire pour tracer plus clairement la ligne entre l'exercice légitime du droit d'action et l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins essentiellement politiques. Dans cette perspective, la décision n'aurait pas pour but d'interférer directement dans le débat politique, mais de préserver le fonctionnement du pouvoir judiciaire en tant qu'institution technique, prévisible et cohérente d'un point de vue normatif. L'attention se porterait moins sur le contenu politique des allégations que sur la manière dont le procès a été structuré et mené. D'autres interprètes adoptent une position plus prudente face à cette lecture. Ils font valoir que, dans des contextes de polarisation intense, même les décisions techniquement fondées ont tendance à générer des effets politiques indirects, indépendamment des intentions attribuées aux magistrats. La grande visibilité de l'affaire, associée à l'identité des parties impliquées, fait que toute décision judiciaire est rapidement intégrée dans des récits concurrents sur la légitimité institutionnelle, les allégations de persécution ou le renforcement de l'état de droit. Ainsi, le pouvoir judiciaire opère dans un environnement où ses décisions sont constamment réinterprétées en dehors du domaine strictement juridique. Ce type de tension est souvent considéré comme l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les institutions judiciaires contemporaines, alors que l'on attend des tribunaux qu'ils fassent preuve d'indépendance, de rigueur technique et de cohérence. Ils sont appelés à trancher des litiges qui ont une forte charge symbolique dans l'espace public. La tentative de maintenir une position strictement juridique peut être perçue par certains secteurs comme un signe de neutralité institutionnelle, tandis que d'autres l'interprètent comme une omission ou un alignement implicite sur certaines narratives politiques. Cette ambiguïté est inhérente au rôle du pouvoir judiciaire dans les sociétés profondément polarisées et tend à se manifester de manière récurrente dans les affaires à fortes répercussions. Un autre point largement débattu dans ce contexte concerne la formation et la portée des précédents. Bien que les décisions impliquant des sanctions pour litiges abusifs existent depuis des décennies dans le droit américain, chaque nouvelle affaire contribue à façonner la manière dont ces instruments seront compris et appliqués à l'avenir. Certains juristes soutiennent que la confirmation de ces sanctions peut encourager une application plus stricte de ces mécanismes dans des situations similaires, renforçant ainsi la fonction disciplinaire du pouvoir judiciaire. D'autres soulignent que le caractère unique de l'épisode, tant en ce qui concerne les protagonistes que le contexte politique spécifique, limite sa capacité à produire des effets généralisés sur la jurisprudence. Cette divergence d'interprétation reflète une caractéristique structurelle du système juridique américain, dans lequel les précédents sont construits de manière progressive et fortement dépendante du contexte. Une décision isolée redéfinit rarement de manière abrupte la pratique judiciaire dans son ensemble, mais peut influencer progressivement l'interprétation des normes existantes. En ce sens, l'impact à long terme de l'affaire dépendra moins de son effet immédiat que de la manière dont les décisions futures la citeront, la distingueront ou la restreindront dans les jugements ultérieurs. Il s'agit d'un processus lent, soumis à de multiples variables institutionnelles, politiques et culturelles. La relation entre le pouvoir judiciaire et l'opinion publique occupe également une place centrale
dans l'analyse de cet épisode. Des études indiquent que les niveaux de confiance dans les institutions judiciaires varient considérablement entre les différents groupes politiques et sociaux, et que les décisions très médiatisées peuvent influencer ces perceptions. Pour certains observateurs, l'application cohérente des règles de procédure, même dans les affaires sensibles, tend à renforcer la perception d'impartialité institutionnelle parmi les segments de la société qui valorisent la prévisibilité et la stabilité juridique. Pour d'autres, la répétition de décisions impliquant certaines personnalités publiques peut être perçue comme sélective, indépendamment de la solidité technique des arguments présentés. Cette asymétrie des perceptions met en évidence les limites de l'action judiciaire en tant qu'instrument de pacification sociale dans des contextes fortement polarisés. Le pouvoir judiciaire peut offrir des réponses normatives claires et formellement cohérentes, mais il ne contrôle pas la manière dont ces réponses sont appropriées, réinterprétées ou instrumentalisées dans le débat public. En ce sens, l'épisode analysé illustre comment les décisions judiciaires peuvent à la fois remplir leurs fonctions institutionnelles et alimenter des controverses politiques plus larges sans que cela représente nécessairement un éloignement de leur objectif initial. Dans le domaine du droit et de la pratique juridique, cette affaire suscite également des réflexions pertinentes sur la responsabilité professionnelle et la stratégie procédurale. L'imposition de sanctions conjointes aux clients et aux avocats est interprétée par certains comme un renforcement des devoirs éthiques de la profession, rappelant que l'activité juridique implique non seulement la défense des intérêts du client, mais aussi le respect des règles et des limites du système judiciaire. D'autres professionnels estiment que la définition de ces limites doit être appliquée avec prudence, afin de ne pas inhiber la créativité juridique ou la volonté de remettre en question les interprétations consolidées de la loi. Cette discussion s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle du litige stratégique dans les démocraties contemporaines. Historiquement, le droit d'action a été utilisé comme un instrument pour élargir les droits, contester les politiques publiques et promouvoir les changements sociaux. Dans le même temps, l'utilisation excessive ou clairement instrumentalisée du litige peut entraîner une surcharge institutionnelle et provoquer des réactions réglementaires de la part du système judiciaire lui-même. Le défi central pour les tribunaux consiste à distinguer entre ces différentes formes d'utilisation du droit, une tâche qui implique des évaluations complexes et souvent controversées. Un autre élément récurrent dans les analyses est la relation entre les décisions judiciaires et les cycles politiques. Cet épisode se produit dans un contexte où les disputes électorales passées continuent d'influencer le débat public et où les personnalités politiques restent au premier plan, même lorsqu'elles n'exercent plus de fonctions électives. Dans ce contexte, les décisions judiciaires sont souvent analysées à la lumière de leurs effets possibles sur les scénarios futurs, même si les tribunaux ne se prononcent pas sur ces projections. Les analystes divergent quant à la pertinence de ce type d'interprétation, soulignant que la fonction institutionnelle du pouvoir judiciaire n'inclut pas la gestion des conséquences politiques indirectes. En élargissant l'analyse à ce niveau structurel, il devient évident que cet épisode n'offre pas de réponse simple ni de conclusion définitive sur l'état des institutions américaines. Il s'ajoute à une série de cas qui illustrent les tensions inhérentes à un système démocratique qui combine une large protection du droit d'action, une intense compétition politique et un pouvoir judiciaire formellement indépendant. La manière dont ces tensions sont gérées au fil du temps dépend de facteurs juridiques, politiques et culturels, qui ne peuvent être réduits à un seul événement. Ainsi, l'analyse ne vise pas à clore le débat, mais à le situer dans un cadre plus large de transformations institutionnelles et de conflits d'interprétation en cours. L'affaire constitue un point d'observation pertinent pour comprendre comment le droit est mobilisé dans des contextes de conflits politiques prolongés, comment les tribunaux réagissent à cette utilisation et comment ces réactions sont perçues par différents segments de la société. Les implications restent ouvertes, sujettes à de futures réévaluations à mesure que de nouveaux cas, décisions et contextes continuent de façonner la relation entre la politique et le pouvoir judiciaire aux États-Unis.